Essayer de raser au plus près les blocs. On va s'avancer un petit peu dans ce remous. Tu vas faire les veines d'eau devant les cailloux, derrière les cailloux. Voilà. Le plus possible de postes. Comme tu vois ici, il y a un tas de postes possibles. Donc il faut les prospecter tous avec minutie. Bien enchaîner ses coups de ligne. Alors la touche se sent le plus souvent par une légère tension sur la ligne ou, comme je le disais, un déplacement du rigoletto ou un arrêt du rigoletto durant sa dérive. Le rigoletto étant l'indicateur de touche. Plus rarement par des tocs très nets sur la ligne, parce que les truites d'aujourd'hui étant très éduquées, en général, elles ne cognent que très peu sur la ligne. Et si elles cognent, c'est qu'on a toutes les chances de les manquer. Et le nom pêche au toc, c'est parce que c'est le... Pêche au toc vient justement de cette particularité des truites à taper sur la ligne quand elles avalent la passe. On le ressent comme des petits tocs dans la ligne. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe que rarement. C'est-à-dire qu'avant, on sentait un petit peu la mâchoire de la truite. Voilà, on la sentait mâchouiller l'appât. Il faut toujours essayer de se placer le plus possible de 3/4, tu vois comme on le fait actuellement, mais dans ces eaux très claires, ça sous-entend également que les truites nous voient. Donc on est obligé souvent d'attaquer de derrière comme maintenant. Ce qui est la position idéale puisque... Oh, j'en vois une. Parce que les truites... Qui est là, derrière ce petit caillou marron. Les truites ont donc le nez au courant, face au courant. Voilà, le nez face au courant, la teigne lui arrive dessus. Elle ne réagit pas. Visiblement, celle-ci ne veut pas de la teigne. Elle est bien éduquée ou c'est pas le moment? Ou elle est basée sur, elle est sur un autre appât, c'est aussi possible. Mais ce qui paraît étonnant, c'est que la teigne, c'est vraiment pas un appât qui risque une neige qui risque de trouver en torrent naturellement. Non, bien sûr, mais ça imite un peu une larve assez classique. Hein. Est-ce que tu peux pêcher au toc avec des insectes naturels? Hop. Bravo. Tu vois, le rigoletto est parti sous la pierre. Une truite qui est émaillée, tu vois, qui fait 20 cm, qui est très trapue. Ouais, qui est bien ronde après l'été. Voilà, une belle robe. Donc là, il ne faut pas hésiter. Dès que tu sens quelque chose, il faut ferrer, voilà, il faut même surtout si tu n'es pas ferrer à sûr. vide. Et la moindre sensation anormale doit entraîner un ferrage immédiat. Les truites sont ici très éduquées et elles ne gardent jamais beaucoup l'appât en bouche, jamais longtemps du moins. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais retarder un ferrage. En plus, en ferrant à la moindre sensation, ça pique les truites au bord des lèvres, et ce qui évite, lorsqu'elle est petite, de pouvoir la relâcher dans les meilleures conditions. Tu vois que le grand plaisir de la pêche au toc dans ces gaffes, c'est la multitude de coups. On en a ici, 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 sous ce caillou, on en a à notre gauche. Donc c'est vraiment un régal, c'est une pêche sans temps mort. On ne passe pas d'un coup à l'autre. Maintenant que le soleil est apparu, toi tu préfères pêcher à l'ombre, les coups à l'ombre ou c'est pas très grave? C'est vrai qu'en général, je préfère quand la luminosité est faible. Là tu vois, on a un magnifique poste, une magnifique veine de courant. Alors dans ce genre d'endroit, les contre-courants provoquent des sensations assez bizarres. C'est-à-dire que la ligne est prise et il y a des courants en profondeur qui sont différents des courants de surface, ce qui fait que le rigoletto n'a pas toujours un déplacement logique, tu vois, comme actuellement, Ouais. mais sans que ce soit provoqué par une truite. Normalement, tu dois attaquer les coups près d'abord et les coups plus longs après. Tout à fait. Tu peux attaquer directement sur un coup qui est plus loin et n'importe comment ta teigne va passer sur le coup proche. Oui, mais le mieux est de faire bien sûr les coups près, puisque s'il y a une truite et qu'on prend une truite en tête de courant, le fait de ramener cette truite sur tout le coup va faire fuir les autres. Donc la prospection doit être assez méthodique, en commençant par les coups près,
puis en s'éloignant de plus en plus. En fait, il faut faire chaque veine de... Voilà, chaque veine d'eau est à prospecter. Voilà, donc j'ai fini de ce côté, je vais rattaquer le côté mur. J'ai vu là que tu avais fait sous le rocher. Oui, sous le rocher, lorsqu'on a fait la veine de courant, il est souvent intéressant d'aller provoquer la truite au plus profond de sa cachette. Enfin, au plus profond, en bordure, puisqu'on ne peut jamais envoyer l'appât vraiment sous la cache. Oh, elle est là, devant le caillou. Oh, je l'ai manqué comme un bleu. Elle revient pas. Hein. Elle était pas mal. Alors tu vois que tout le contrôle de ligne se fait à l'aide de la main gauche, qui contrôle la tension, qui la relâche ou la reprend légèrement lorsque c'est nécessaire, et qui a donc un rôle très important. Nous sommes d'ici sur le gave de Pau. Voilà, le gave de Pau dans sa partie haute. Donc assez près de la source. Assez près de la source, pas très loin du fameux cercle de Gavarnie. Et on ne peut pas dire que ce soit un vrai torrent de montagne, disons qu'il commence à s'élargir un petit peu. Voilà, il a plutôt le profil d'une rivière de moyenne montagne. Il est issu de la jonction de torrents de montagne assez pentus et très cascadants. Et lui-même, ça s'agit au moins dans cette partie, puisque ensuite, il reprend de la pente dans des parties très en gorge et très cascadantes. Donc là, j'ai vu que tu as une canne particulière, qui est une canne à toc. Voilà, une canne à toc à fil intérieur. Alors tu vas me montrer comment est-ce un peu. Alors, c'est tout d'abord une canne, donc, comme son nom l'indique, dans laquelle coulisse le fil. Elle n'est pas munie d'anneaux extérieurs, comme pourrait l'être par exemple une canne anglaise, qui est aussi utilisable pour ce genre de pêche. Les anneaux sont à l'intérieur et on les appelle des entretoises. Leur nombre et leur disposition va permettre un excellent coulissement du fil. Et le grand avantage de ce genre de canne, c'est bien sûr de ne pas avoir d'anneaux, donc d'éviter tous les emmêlages qui peuvent se produire, aussi bien dans les branches que le fil qui boucle autour de la canne et qui fait toujours perdre un peu de temps et qui agace un peu le pêcheur. Enfin, grand avantage de cette canne, c'est des sensations qui sont un peu augmentées, des sensations de contrôle de ligne qui sont supérieures étant donné que la bannière, le fil ne va pas faire des petits ventres entre chaque anneau, mais le fil est relativement protégé à l'intérieur de la canne. Et c'est quelque chose d'assez difficile à dire, mais qu'on ressent particulièrement quand on a essayé les différents types de cannes. J'ai vu que c'est quand même une pêche très tactile parce que tu es en direct avec le poisson en tenant le fil de ta main gauche, il faut avoir quand même un doigté particulier, une sensibilité. Non seulement pour sentir la touche, mais également pour bien sentir la bonne tension de ligne et l'ajuster en permanence en fonction des différents coups, des différentes vitesses de courant, etc. J'ai vu que tu as un moulinet qui est un petit peu bizarre. Alors j'ai également un moulinet qui peut s'apparenter en fait au moulinet automatique des moucheurs. Donc la sortie du fil. À l'intérieur de ce capot, se trouve une bobine. Crantée qui contient le fil. C'est un moulinet qui est basé sur un principe d'élastique intérieur. Vous voyez, le moulinet donc, est positionné à l'intérieur de la canne. Dans toute cette partie centrale, on a un élastique qui se bande à chaque fois que je sors du fil. Et il me suffit d'actionner la gâchette qui se trouve ici pour débloquer la bobine qui va récupérer le fil. Donc c'est un moulinet très pratique car il permet de ne jamais quitter la canne. La main est toujours dans la position de pêche et on ajuste en permanence la longueur de fil grâce à la gâchette. Donc une optimisation des mouvements, le moins de gestes superflus. Sinon, au niveau du montage en lui-même, donc un corps de ligne en 12 centièmes, il peut être en 14 centièmes sans problème. Moi je préfère les montages en direct, c'est-à-dire que je ne mets pas de bas de ligne, je monte directement l'hameçon au bout du corps de ligne.
un hameçon généralement numéro 12, mais qui est fonction de la taille de l'appât. Lorsque je pêche à la teigne, j'utilise des hameçons numéro 12. Une plombée très légère, comme ça se pratique régulièrement dans la pêche au toc. J'ai par exemple ici 3 plombs numéro 6 qui pèsent chacun 1/10 de gramme, donc une plombée totale de 0,3 g. Donc j'ai vu que tes plombs ne sont pas trop serrés, parce que sinon ils blesseraient le fil et lors de la capture à poisson, ça peut occasionner une casse. Tout à fait. Et tu peux les faire coulisser si tu veux pêcher plus ou moins près du fond. Voilà, en fonction des coups. Un coup très profond et très mou. J'aime en général, j'augmente un petit peu la longueur du badine, c'est-à-dire la longueur entre l'hameçon et le premier plomb. Mais c'est vraiment des subtilités qui sont peut-être plutôt d'ordre psychologique que réel. Alors, j'ai vu qu'en remontant, est-ce que c'est un flotteur, un indicateur de touche? C'est complètement un indicateur de touche. C'est une petite boule de polystyrène expansé peinte en rouge fluorescent. C'est le fameux Rigoletto des pêcheurs au toc, qui n'a aucun rôle de flotteur, mais uniquement un rôle de visualisation de la ligne, puisque en pêche au toc, la majorité des touches se visualisent par un simple arrêt de la ligne, un déplacement du fil durant la dérive, et non plus, comme ça pouvait se passer il y a quelques années encore, par des tocs insistants et lourds au bout de la canne. Aujourd'hui, avec les truites éduquées que nous avons, si on la laisse mordre un peu trop longtemps dans l'attente d'avoir une prise affermie et plusieurs tocs pour la laisser avaler, dans la plupart des cas, elle recrache bien entendu l'appât. Alors, j'ai vu la teigne. Qu'est-ce que c'est exactement cette larve? Alors la teigne, c'est un insecte, c'est la larve d'un insecte qui parasite les ruchers. Tous les apiculteurs connaissent cet insecte. Ça se présente sous la forme d'une grosse larve blanche, un peu comme un ver de verre à soie, très tendre, très molle, qui est assez appétissante. Hein, si on se place dans la peau d'une truite, on la goberait bien facilement. Et c'est un parasite des ruchers qui se nourrit de cire. Et l'adulte se présente sous la forme d'une grosse mite. Le grand avantage, c'est sa facilité d'obtention, puisque tous les détaillants de pêche en ont. Et c'est un appât qui est très efficace. Alors j'ai vu que tu lèches pas la tête et tu habilles complètement l'hameçon. Voilà, absolument. Certains préfèrent léchage en piquant simplement la teigne par une partie, en la laissant pendre le long de l'hameçon, mais il est préférable de recouvrir entièrement l'hameçon avec la larve. D'accord. Donc là, il y a une meilleure discrétion. Une meilleure discrétion et surtout, c'est une histoire d'efficacité puisqu'il arrive, quand elle pendouille au bout de l'hameçon, qu'une truite s'en empare et au ferrage, l'hameçon ne soit pas dans la gueule, donc on manque la truite. Alors que là, par quelques bouts que ce soit qu'elle la prenne, le ferrage sera toujours efficace. Bien, je crois que maintenant nous savons tout et que nous pouvons remonter parce que j'ai vu des très beaux coups au-dessus. En effet, la partie à l'amont de nous est très très porteuse. J'ai vu un gros bouillon là-bas, un grand plat qui me paraît sympathique. Il faut que tu aies une dérive la plus naturelle possible. Voilà, il faut que l'appât se présente comme tous les autres appâts dont la truite se nourrit. On peut faire ce devant de caillou là-bas. Ensuite, là, il y a une belle retourne, tu vois, devant ces blocs. Qu'est-ce qu'elles ont comme nourriture dans cette... Alors, elles se nourrissent principalement avec les insectes qui vivent dans la rivière, sous les pierres. Il suffit de soulever un caillou pour en avoir pas mal d'exemplaires.
Qu'est-ce que tu as comme insectes principaux dans cette rivière? Principalement les 3 grandes familles, les éphémères qui sont en quantité abondante, mais également les trichoptères, donc les seiges et les plécoptères qui sont le groupe communément appelé les perles. Il y a quelques petites sangsues qui rentrent un petit peu dans le régime alimentaire. Et également, une part de l'alimentation des truites est due aux insectes terrestres, les scarabées et les sauterelles qui tombent dans l'eau, entre autres. Les chironomes sont également très abondants et entrent pour une part importante dans l'alimentation des truites. Mais ici un très beau remous avec des rochers creux. Donc, étant donné que la profondeur est assez conséquente, je monte le rigoletto et je vais essayer de pêcher le ras du bloc. Et si ma teigne peut se promener sous le bloc, entraîné par les petits courants, c'est aussi bien. C'est même encore mieux. Je veux dire que c'est pas des... Tiens, Superbe. voilà une jolie truite. Bel endroit. La truite est piquée complètement au bord des lèvres. Quand on ferre à la touche, il n'y a aucun problème. Un beau poisson sauvage. Et tu vois que c'est en allant la chercher sous le caillou que je l'ai fait mordre. Les truites ne sont pas aujourd'hui postées dans les veines, mais il faut aller les gratter sous les pierres, aller les provoquer dans les caches. Et c'est comme ça qu'on arrive à en prendre quelques-unes. C'est un jour qui n'est pas très favorable et donc il faut vraiment se mériter les truites. Alors je vois qu'elle a une robe assez sombre, ce qui veut dire quand même que c'est une truite qui a l'habitude d'aller sous les... Voilà, ça veut dire qu'elle était cachée sous son caillou. On va pas l'embêter trop longtemps. Il y a des jours, elles vont être sur les queues de plage, d'autres jours, elles vont être dans les têtes de courant. Par exemple, ici, on a une belle tête de courant, tu vois, qui est assez profonde. Donc, j'augmente encore ma profondeur pour que mon appât évolue quand même assez près du fond. Là, voilà. Là, elle était en queue de courant, en queue de poule. Hop. On a encore une truite assez jolie, hein. Ah, un beau poisson. Beau petit poisson. Fait quoi, 23? À peu près, oui. Dans une rivière où la taille est à 18 cm, tu vois, c'est un beau poisson. Encore une fois piqué au bord. Tu vois, un ferrage à la touche. Une belle robe, un vrai poisson sauvage. Tu vois, c'est la qualité des points et de la qualité de cette robe. Magnifique. Donc celle-ci, contrairement à la précédente, était dans la veine de courant. Elle n'était pas sous son caillou. Tu vois, donc on a à la fois quelques truites postées dans les courants et quelques truites sous les cailloux qui sont en activité. Mais là, j'ai l'impression que la veine était plus profonde quand même. La veine était profonde, effectivement, et elles ont l'air d'être postées dans les postes profonds, puisque tu as vu, la prospection des veines peu profondes ne nous a pas donné grand-chose. On a un beau remous ici. Voilà. Donc tu vois, dans ces postes calmes, il faut bien laisser le temps à la ligne de travailler. Surtout, pas trop de tension de ligne. Tu vois, la bannière, c'est toujours un presque tendu. C'est pas du complètement tendu, pas du mou, mais du presque tendu. Voilà, là, on va être entraîné par le courant. Perte de vue le rigoletto. Le mou, tu rates, tu t'accroches, et le trop tendu, ça passe trop vite. Ça passe mal. Si une truite prend, elle cogne et elle relâche tout de suite et on la loupe. Donc une des grandes subtilités de cette pêche au toc, c'est justement la tension de cette bannière et ce presque tendu à trouver. Donc là je fais le ras du caillou. De temps en temps, quand on trouve que l'appât est trop statique, on le tire un petit peu pour le changer d'endroit. Tu vois, bon, si ça n'a pas l'air très porteur.
Bon, on va changer. Tu vois, on a une belle retourne en face, mais avant, on va essayer de prospecter, tu vois, c'est de notre veine, là, cette petite poche d'eau plate, parce que si on s'approche trop, on va faire fuir la truite, on va d'abord faire ça, et ensuite faire ce remous en face. Avale ce coup-là, et 3/4 l'autre. Voilà, tout à fait. Je vais essayer de faire le dessous du caillou. Voilà, je laisse aller sous le caillou. Hop! Oui, superbe. Quelle belle truite. Bon alors voilà, ça c'est un petit affluent du gave de Poilex. Ce matin on a eu une sortie de poissons intéressante puisqu'on a pris 6 truites en un peu plus d'1 heure, mais ça s'est fermé et à mon avis ça ne ressortira pas avant un bon moment. Donc plutôt de s'acharner à ne rien prendre, autant faire un petit affluent. Celui-ci en plus tu vois, est assez joli. J'ai déjà réussi de belles pêches cette année, donc on va essayer de rééditer ça. Donc ce sont des coupes beaucoup moins profondes, le niveau est assez bas et la pêche est plus difficile que tout à l'heure sur le gave de Pau où les niveaux étaient un peu plus hauts. Plus le niveau est bas, plus la truite risque de te voir. Voilà, oui, plus elle est craintive. Et ça veut dire qu'il faut pêcher peut-être un petit peu plus vite aussi. Pas forcément, tu sais, on s'adapte toujours aux... Ce sont les écoulements un petit peu qui commandent ça. Les coups sont évidemment moins nombreux. Accroché, C'est bon, décroché. accroché dans la mousse. Alors, il y a une belle petite intersection de courant là. Là, éventuellement, tu peux enlever un plomb ou il faut toujours rester quand même au tiers. Oui, de mais rame. avec les 3 plombs numéro 6, là, bon, je passe parfaitement bien. On peut éventuellement en enlever un, mais là, les courants sont assez porteurs. Donc il n'y a pas de raison de se compliquer la vie. On va faire ce caillou. Essayer de rentrer sous le caillou. Ah, Voilà. bien, là. Hop! Pas mal. Hein. Ah! Et tu vois, elles sont sous les pierres. Hein. Gentil Voilà. petit poisson. Elle fait Sympathique. combien? 23 cm à peu près. Donc en fait, elle fait la maille. Ah, largement, oui. Un beau poisson, tu vois, une belle robe. Et encore une fois, piqué juste au bord. Hein, au toc, quand on pêche, quand on fait à la touche, il n'y a pas de problème d'avalement. Et tu vois, sous les cailloux. Sous les cailloux. Bon, il y en a quand même quelques-unes à gratter. Oh! T'es belle. Hein. Là, on voit bien là qu'elle t'a mordu. Tu vois, la teigne est complètement cisaillée. Non, bah disons que c'est la truite qui a raté ta teigne et peut-être pas toi qui as raté la truite. Là, ce sont les fameuses teignes dans les cartons. Les fameuses teignes en carton. Voilà une beaucoup plus petite teigne. Voilà la différence de taille entre les teignes en carton et les teignes en vrac. C'est assez spectaculaire. Hop, j'en ai vu une filée Oui. là, toute petite. Et une petite... Oh, une Voilà. cadobée. Ah, une petite, ben la voilà. Voilà. La vallée, là, alors, je vais te laisser l'opérer. On va couper tout de suite. Ça arrive quelquefois dans les coups un peu mous. Donc le coup à ras. Voilà. Oui. Hop. Ouais. Oh, beau poisson. Oula, attention, elle veut aller dans le trou là. Voilà, je la bride.
Oh oui. Voilà. Ben, je crois que nous finissons en beauté. Oui. Allez. La dernière de la saison. Bah, écoute Marc, la pêche au top, c'est une pêche vraiment très très fine. Une pêche avec une attention de tous les moments. Oui. Je crois qu'il y a une prospection maximum de toutes les veines d'eau, sous les rochers, derrière les blocs, devant les blocs, passer en dessous, faire les coulées. Et je dois dire que je suis assez, même vraiment très très étonné de la finesse de cette pêche. Parce que bon, la pêche au toc, vu des moucheurs, est un petit peu décriée. Oui, Et absolument. en fait, je crois qu'il y a beaucoup de moucheurs qui devraient réviser leur jugement. Parce que c'est une pêche extrêmement fine, qui n'abîme pas du tout les truites, si elle est pratiquée. Dans les règles de l'art. Comme quoi, il ne faut pas du tout avoir de préjugés. Et quand je te vois pêcher, je me dis que je suis très 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 en arrière de toi et que n'importe comment, ça apprend énormément la pêche au toc parce que ça apprend à connaître les courants. Découvrir tous ces gaves qui sont magnifiques, c'est vraiment enchanteur. Et en plus, ce qui n'est pas désagréable, c'est qu'il y a des truites et un temps merveilleux, un site extraordinaire. Encore merci.